Tellement de lectures que je vais devoir faire la vidéo en 2 parties. Salut tout le monde, c'est RB Comics, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan lecture comics de ce mi-août 2026, comme tous les mois. Et là, du coup, j'étais en vacances, donc j'ai eu le temps d'énormément lire. J'ai pu vraiment baisser ma palle, je suis plutôt content, mais je vais faire cette vidéo en 2 parties parce que sinon celle-ci va être trop longue. Donc je préfère faire comme ça. Donc bien sûr, la première partie aujourd'hui et l'autre partie mercredi prochain, 18h, comme d'habitude, comme toutes les semaines. Active la cloche, comme ça au moins t'es sûr de pas rater la vidéo. Et puis like et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Road to 1000 abonnés, les gars, je compte sur vous. Let's go, c'est parti. On commence ce bilan lecture avec la deuxième partie de Blackest Night. Je l'ai lu parce qu'il y a la troisième partie qui sort fin août, donc la dernière partie. Donc au moins je suis à jour. Pour ceux qui connaissent pas, bien sûr, c'est l'événement scénarisé par Jeff Jones où Black End ressuscite les morts et donc du coup tous les super-héros de la planète qui sont encore vivants doivent s'en sortir, etc. Se battre contre ces morts qui sont des fois leurs amis, leurs ex, etc., leurs parents. Déjà, ça amène une dynamique qui est vraiment intéressante. Moi, j'aime beaucoup ce scénario de faire ressusciter les morts. Ils doivent se battre contre les vivants. Black Ends derrière tout ça. Et on suit vraiment chapitre par chapitre les personnages. Il y a énormément de tie-in. C'est vraiment une version de Blackest Night très complet. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe en Amérique notamment, j'allais dire sur la Terre, mais non, on sait très bien que les super-héros c'est qu'en Amérique. Donc il y a vraiment la série principale Blackest Night avec bien sûr en personnage principal Hal Jordan, il y a aussi Sinestro, Carol, enfin le corps des Green Lantern et des autres lanternes, les Yellow, les Blue, les Saphir, etc. Et on a également plein de tie-in que j'ai trouvé très intéressants sur ce tome 2 comparé au tome 1 que j'avais trouvé des fois un petit peu mou, un petit peu lent parce que c'était vraiment la mise en place. Là, je trouve qu'on était sur des tie-in très intéressants. Il y en a un qui me vient en tête notamment, c'est celui sur les Teen Titans avec 3 issues. Celui-là, je l'ai trouvé vraiment cool. Déjà, la série Teen Titans avait l'air vraiment bien à l'époque. Les personnages sont intéressants, je trouve. Les dessins sont super beaux. Les personnages sont attachants, bien sûr. Il y a du Kid Flash, il y a du Superboy, il y a du Beast Boy. Je trouve que c'est vraiment bien développé parce qu'il y a eu beaucoup de morts du côté des Teen Titans. Donc, ça permet d'avoir une dynamique qui est super intéressante. Notamment Beast Boy qui avait sa petite amie qui est décédée et qui du coup se réincarne en mort. J'adore ce moment où il la voit comme une humaine et puis finalement on se rend compte un petit peu après qu'en fait il a totalement embrassé une mort. Ça doit être vraiment pas agréable, je tiens à vous le dire. Je vais pas spoil bien sûr pour ceux qui l'ont pas lu, mais vraiment ce Teen Titan, je l'ai trouvé très intéressant, les dessins sont au top, le scénario je l'ai trouvé vraiment sympa. Par contre le petit problème de ces tie-in, c'est qu'il y a des personnages qui nous intéressent un peu moins, je pense notamment à The Question, je m'en fichais un petit peu. Starman également, que je ne suis pas vraiment intéressé par ce personnage. Donc bon, c'est en un seul issue, ça nous engage pas à trop longtemps non plus, mais il y a plus de positifs que de négatifs sur ce tome. La crise continue son cours, on commence à avoir pas mal d'éléments qui vont amener vers la conclusion. Quand c'est du Jeff Jones, c'est toujours très qualitatif. Quand c'est Ivan Reis au dessin, c'est toujours très beau. Là voilà, il y a un issue sur Wonder Woman qui est très bien aussi, très bien dessiné, le scénario est cool. Vraiment, ce Blackest Night, je suis très content de le découvrir. Comme vous avez pu le comprendre, moi, Blackest Night, c'est vraiment très positif de mon côté. J'adore que ce soit le scénario, le mood, la vibe, des morts, etc. Les personnages, même les tie-in, qui moi, de base, je suis pas forcément très fan des tie-in. Là, je trouve qu'ils sont très qualitatifs, que ce soit avec les Titans, que ce soit avec Wonder Woman, Batman, etc. Il me tarde de finir ce run. Fin du mois d'août, le tome 3 sort, je vais pouvoir le lire et enfin finir ce Blackest Night pour ensuite passer à autre chose. Il y aura Brightest Day qui va sortir en paperback, la fin du run de Jeff Jones. Vraiment, tout simplement, que du positif. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez lu Blackest Night, ce que vous en avez pensé. Mais moi, c'est un sans faute, ce tome 2 est encore mieux que le tome 1. Que dire de plus en fait, c'est tout simplement exceptionnel. On enchaîne directement avec un autre récit chez Urban Comics, chez DC Comics, un run que j'avais acheté d'occasion en 4 tomes, j'ai enfin pu le finir et je vais vous en parler tout de suite.
Eh bien, je vais vous parler de Future Ends. Pour les assidus de la chaîne, je pense que vous l'avez vu dans mes achats comics. J'ai enfin fini ces 4 tomes, donc déjà parlons de cette couverture qui est tout simplement magnifique, du 4e tome. Toujours bien sûr au scénario Azzarello et Jeff Lemire. Pour remettre dans le contexte, en fait, il y a une IA qui prend le contrôle de la Terre 25 ans dans le futur. Une IA qui a été créée par Mister Terrific parce que de base, il voulait qu'on contrôle un petit peu les crimes, etc. Et finalement, c'est retourné un peu contre les humains. Et en fait, cette IA, c'est tout simplement une dictature. Il transforme tous les super-héros en robots, en gardiens. Et en fait, tous les humains sont éradiqués et transformés en robots. Comme ça, au moins, il n'y a plus de crimes, tout simplement. Eh bien, vous vous doutez bien que c'est pas la bonne solution. Le Batman du futur revient dans le passé pour essayer d'empêcher ça. Malheureusement, c'est plus compliqué que prévu parce que le processus est déjà en place et on suit un peu pas mal de personnages, que ce soit Firestorm, Deathstroke, Constantine, Superman, Shazam, Batman. Vraiment plein de personnages qui vont essayer de régler ce problème sans forcément savoir ce que font les autres, mais ils enquêtent un petit peu de leur côté, ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'invention de Mister Terrific, et du coup on suit ces personnages dans leur mission tout simplement. Je trouve que c'était vraiment intéressant, on suit vraiment ce run comme une série, comme il y a plein de petits groupes de personnages, à chaque fois ça change, puis en fin de chapitre il y a toujours une sorte de révélation qui donne envie de lire la suite. Les personnages sont très bien introduits, c'est bien narré, il y a de l'action, il y a du suspense. On a toujours envie de lire la suite parce que forcément il y a beaucoup de retournements de situation et les personnages sont intéressants. Les planches sont également très belles, donc ça donne forcément envie de suivre le récit. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que les super-héros ne gagnent pas toujours. Le Batman du futur pense qu'il retourne dans le passé et qu'il va pouvoir régler ce problème d'IA avant qu'elle soit née. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y arrive pas. Et tout simplement, l'IA reste en vie. Et finalement, elle est toujours là, l'œil est toujours là, et Batman du futur va devoir quand même se battre contre cet œil. Bon, c'était un peu compliqué à expliquer ce Future Ends, mais honnêtement, je suis pas déçu. J'avais eu des mauvais retours, comme quoi c'était pas forcément quelque chose de très très bien, mais moi j'ai apprécié. Honnêtement, que ce soit le monde dystopique, le monde contrôlé par une IA, les super-héros qui sont en galère, le retour dans le passé, on a plein de petits groupes, il y a des personnages qui sont vraiment très bien introduits, qui sont intéressants, comme Tim Drake, comme le Batman du futur, Mister Terrific, Firestorm, etc. Ça m'a permis de découvrir des nouveaux personnages aussi. Et puis, ce monde dystopique, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui me touche. Ça change un petit peu chez DC Comics. Honnêtement, en plus cette fin qui est, on va dire, très ouverte et qui est pas forcément un happy ending, moi je trouve que ça change. Ça m'a intrigué, j'ai voulu savoir s'il y avait une suite, etc. Malheureusement, il n'y a pas de suite à ça. Donc c'est vraiment une fin ouverte dans un monde parallèle où finalement, c'est le méchant qui gagne. Et c'est tellement rare que j'apprécie l'initiative, j'apprécie le culot de Lemire et d'Azzarello en mode tenez, il n'y a pas de happy end chez nous, allez vous faire foutre, on s'arrête là, c'est fini. C'est ça que j'ai apprécié. La lecture des 4 tomes était très bonne. C'était un peu compliqué de l'expliquer parce que forcément, il y a 300 pages, 4 tomes à expliquer. Vaut mieux que vous le lisiez. Si jamais vous avez une occasion sur Vinted d'acheter Future Ends, pas trop cher bien sûr, on emmerde les spéculateurs. N'hésitez pas parce que moi je trouve que ça vaut le coup. On enchaîne avec Panini Comics et c'est un récit que vous m'aviez conseillé en commentaire. Du coup je l'avais acheté et j'ai eu le temps de le lire. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, mais honnêtement c'était vraiment une très belle surprise. Eh bien, je vais vous parler de The Punisher, hémorragie cérébrale par Percy en Marvel Red Band, qui est sorti récemment en 100% Marvel. Merci pour la recommandation dans les commentaires parce que je l'ai acheté et je l'ai lu. Et honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt bon. Déjà, on va parler des planches. C'est magnifique. C'est magnifique. Les expressions faciales, le décor, la violence, le gore, le sang. Je trouve que c'est vraiment bien retranscrit dans le comics. Niveau scénario, ça casse pas 4 pattes à un canard. Frank Castle a perdu la mémoire et en fait essaie juste
comprendre ce qui s'est passé, de comprendre son passé tout simplement. Il a même oublié qui il était, mais bien sûr c'est du Punisher, il y a énormément de violence, il va pas discuter avec les gens pour essayer de comprendre son passé. Non, lui c'est pas ça son créneau. Honnêtement ça se lit très vite, ça se lit très bien, le rythme je le trouve vraiment bon, c'est bien rythmé, on s'ennuie pas, ça va vite. C'est vraiment du blockbuster pur et dur. On n'est pas là pour avoir un récit psychologique qui va nous emmener loin en réflexion. Non, on pose notre cerveau, on lit. Je pense que ça a été fait pour ça. Et c'est littéralement le cas, c'est bien fait. Voilà, on voit un petit peu Wilson Fisk tout nu qui se met des coups de fouet. Bon, un peu bizarre l'ambiance, mais on fait avec. Comme vous l'avez vu, moi ce Punisher Red Band, honnêtement c'est un blockbuster que j'ai vraiment apprécié. C'est une porte d'entrée qui est très facile sur Punisher. Si vous avez jamais lu de Punisher, vous pouvez foncer tête baissée, honnêtement, vous allez vraiment tout comprendre. Moi c'est un personnage que j'adore, que ce soit en comics ou même la série avec John Bertal que j'adore complètement. Je trouve que le personnage du Punisher, il le sublime, et dans les comics, eh bien c'est pareil. Je trouve qu'on a vraiment la même vibe. C'est intéressant, c'est gore, c'est violent. Ça change de l'univers Marvel où c'est beaucoup plus feel good, où les méchants on les tue pas, etc. Frank Castle, il en a rien à foutre et c'est ça que j'aime en tant qu'adulte. Moi j'aime bien voir des choses assez violentes comme ça. D'où le Red Band que vous m'aviez d'ailleurs expliqué en commentaire, comme quoi c'était des récits qui étaient un peu plus adultes chez Marvel, même si c'est la communication, parce que c'est pas plus gore qu'autre chose, c'est pas plus gore qu'un Blade ou peu importe. Mais c'était une bonne surprise, j'ai appris qu'il allait avoir sûrement une suite. Donc je suis impatient. Si la suite sort en 100% Marvel, je continuerai de l'acheter. C'est un bon format. Moi, j'aime le 100% Marvel. Je pense que vous le savez. Quand on lit du Punisher, c'est ça qui est agréable. On pose un peu notre cerveau. On apprécie l'action, on apprécie la bagarre, on apprécie le gore. Et puis on ferme le livre et puis on est content parce qu'on a passé un bon moment. Ça fait toujours plaisir. C'est comme regarder un film de Statham. On pose notre cerveau, on kiffe le moment et puis ensuite on retourne à notre vie. On perd pas de temps. On enchaîne directement avec un autre récit Panini Comics, un format poche cette fois-ci. Récit que j'avais acheté je crois en juin mais que j'avais pas eu le temps de lire. Là je vais vous le présenter, j'ai enfin pu le lire et honnêtement pareil, franchement c'était une bonne surprise. Eh bien je vais vous parler de Marvel Zombie. Donc on a l'intégrale en poche comparé au Must-Have qui avait seulement une toute petite partie. Donc en fait le Must-Have représentait cette partie, la famine de 1 à 5, donc il y avait 95 pages. Là on a ça en plus et tout ça en plus. Déjà c'est une version beaucoup plus complète et moi je trouve ça plutôt cool qu'ils aient ressorti ça en poche avec une version qui est beaucoup plus complète. Au moins on a le début où on comprend comment cette terre-ci a reçu un virus qui a transformé tout le monde en zombie, la chose qu'on n'avait pas dans le Must-Have. Les 4 fantastiques de cette terre où les zombies ont pris possession de tout le monde se disent quoi? Ils se disent sur notre terre on n'a plus d'humains, on n'a plus à manger. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va contacter un Reed Richards d'une autre terre, je vais l'embrouiller le cerveau, on va aller là-bas et puis on va tous les manger là-bas, comme ça nous fera à manger. Honnêtement, le raisonnement est plutôt marrant, il est plutôt intelligent ce Reed Richards, même en zombie. Ensuite, le Reed Richards de l'autre terre comprend que voilà ils sont méchants, donc il les enferme. Mais le problème, c'est qu'il veut pas les tuer. Donc on a ce problème de ils sont là sur notre terre, mais on veut pas les tuer. Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est vraiment ce qui se passe au début du récit. Ensuite, on a la partie qu'on a dans le Must-Have, donc on suit la Terre qui est déjà zombifiée, donc avec tous les super-héros qui sont en mode zombie, Captain America, Spider-Man, Thor, Iron Man, etc. Là, c'est vraiment une partie très humoristique, hein. Faut pas prendre ça premier degré. Ils font des blagues entre eux, ils se mangent entre eux, ils s'embrouillent, c'est pas les Avengers qu'on a l'habitude de voir. Ils arrivent même à manger le Silver Surfer et Galactus, ce qui est assez drôle. Et puis c'est surtout intéressant parce qu'on a ensuite la suite du must-have où on a une conclusion entre guillemets à ces 4 fantastiques zombies contre les 4 fantastiques classiques, où on se demande comment ça va se finir, comment ils vont pouvoir s'en sortir, etc. Je vais pas spoil pour ceux qui veulent le lire. Honnêtement, le scénario il casse pas 3 pattes à un canard, vous en doutez bien, c'est plus une lecture fun, mais c'est du Kirkman, j'avais envie de le lire, j'avais envie d'approfondir cet univers zombie parce qu'il est très bon là-dedans et c'est une lecture que je regrette pas, honnêtement. Du coup, au niveau du bilan, c'est plutôt positif.
Le Marvel Zombie, là, on a au moins le run en entier entre guillemets avec toutes les histoires parallèles, etc. comparé au must-have que j'avais qui était pas du tout complet. Kirkman dans les histoires de zombies, on va pas se mentir, il est très fort. Moi qui adore Walking Dead, on les voit ici là. Je suis fan de Walking Dead, je suis fan de Kirkman. Millard au scénario, franchement c'est très solide. Pour ceux qui aiment les zombies, qui aiment un peu le over the top, il y a beaucoup d'humour mine de rien, il y a beaucoup de gore. Ne faites pas lire ça à votre enfant, je pense qu'il va faire un petit peu de cauchemar, mais si vous êtes fan de ce style de récit, je peux que vous le conseiller, c'est du poche, c'est pas cher. Oui, je suis d'accord, c'est pas le récit de la décennie, c'est un récit qui se lit comme ça, tranquille, faut pas se prendre la tête, faut pas s'attendre à une psychologie de malade, c'est vraiment du bas étage où on se prend pas trop la tête, tout simplement. On enchaîne directement avec un récit VO. Je vais être honnête avec vous directement, vous allez voir ça. Je vais en parler. Je vais être honnête, je vais pas faire longtemps sur cette daube, parce que oui, cette chose était une daube. Les Secret Six en all-in. Déjà, quand on voit l'écrivain de Suicide Squad Dream Team, Media Award, etc., c'est comme quand on voit ça sur l'affiche d'un film, on sait que ça va être mauvais, et c'était le cas. Qu'est-ce que c'était mauvais. En fait, c'est 3 personnages des Secret Six qui veulent tuer Amanda Waller contre 3 super-héros, donc le Superman, Superboy, avec son petit ami, et avec une autre dame que je ne connaissais pas. Enfin bref, ils veulent tuer Amanda Waller pour ce qui s'est passé dans Absolute Power. Honnêtement, rien n'est bon. Les personnages ne sont pas intéressants. Les dessins, je les trouve honnêtement très très mauvais. On va être honnête, je trouve ça pas beau du tout, à part cette dame qui est sympa. Bref, je me souviens même plus de son prénom, je vous dis la vérité. Le scénario est mauvais, les personnages sont inintéressants, ils ont pas de charisme, l'action est pas terrible, les planches ne sont pas terribles. Il y a rien à retenir de ce récit. Il y a honnêtement rien à retenir. Les Secret Six sont nuls, même Deadshot que j'adore de base, je le trouve mauvais dans ce récit, il a pas de charisme, il est pas intéressant, ses blagues elles tombent à plat. Que dire? Je ne vais pas faire 2 heures là-dessus, c'était tout simplement exécrable. Bon bah du coup, fallait pas s'attendre à mieux. On m'avait prévenu un petit peu en commentaire que Secret Six était catastrophique. J'ai voulu tenter le coup. Y a des choses comme ça que j'ai envie de tenter parce qu'on n'aura jamais ça en VF. Donc je me dis, let's go. J'ai envie de découvrir des nouveaux personnages, des fois des nouvelles histoires. Et bah là, ça a pas fonctionné. C'était nul, c'était catastrophique. C'est le genre de récit que vous pouvez foutre dans la cheminée. J'abuse un petit peu. Mais c'est le genre de récit que tout simplement on n'a pas envie de garder. Je l'ai mis en vente sur Vinted en espérant qu'il y ait quelqu'un qui me l'achète. Je vais perdre de l'argent, mais c'est pas grave. Je ne comprends pas comment on peut faire encore des choses comme ça en 2026, des choses qui sont aussi inintéressantes avec des personnages qui sont pas intéressants, une histoire qui est pas intéressante, un antagoniste qui n'est pas intéressant. En fait, il y a rien d'intéressant. Ça ne devrait pas exister, tout simplement. Je suis peut-être dur, mais ça ne devrait pas exister. Ce truc ne devrait pas être publié. Il devrait y avoir des gens qui disent non, mais peut-être que ça, on va pas le publier, les mecs. Non, je sais pas. Vas-y, t'inquiète, publie, vas-y, fais-toi plaisir, ouais, on va se faire de l'argent dessus. C'est de la merde, c'est pas grave. Mais ouais, mais nous on l'achète et c'est vraiment de la merde en fait. C'est de la merde. N'achetez pas ça, gardez votre argent, je vous en supplie. On passe au dernier récit pour aujourd'hui parce que comme je vous ai dit, il y aura une partie de la semaine prochaine car j'ai vraiment trop lu ces temps-ci, ce qui est assez rare pour le souligner. J'ai pas trop acheté, j'ai trop lu et ça c'est cool d'un côté. On va terminer cette vidéo avec un autre récit VO, cette fois beaucoup plus intéressant. Je vais vous en parler tout de suite. C'est une très bonne surprise celui-ci. Là, par contre, on a quelque chose de vraiment bon. C'est Man Bat, toujours en VO, scénarisé par Dave Wells-Goz, que je ne connaissais pas. Plutôt sympa, même le dos est vraiment sympa. On suit Langstrom du coup qui essaie toujours de peaufiner ce sérum pour qu'il ne devienne plus Man Bat ou en tout cas qu'il puisse le contrôler beaucoup plus. Malheureusement, à cause de ça, il se met sa femme à dos, du coup son ex-femme, il se met sa sœur à dos. Il se met Batman à dos qui essaye de l'arrêter, mais lui ne veut pas parce qu'il dit « fais-moi confiance », etc. Le problème de Man-Bat, c'est pas le fond, c'est plus la forme. C'est pas un méchant, c'est presque un héros, mais il n'a pas le physique pour être un héros, donc déjà il est vachement discriminé là-dessus parce qu'il ressemble vraiment à
à un monstre tout simplement, et également ce qu'il essaye de faire nuit son entourage et nuit à Gotham City parce qu'il provoque des gros problèmes. Donc il est vraiment dévasté cet homme-là, il se retrouve tout seul, il a pas d'amis, il a pas de famille, il a rien pour lui, il a juste ce sérum et en fait c'est tout simplement son meilleur ami le sérum. On l'apprend un peu plus tard que finalement Langstrom et Man-Bat ne sont pas forcément la même personne et du coup quand il est Man-Bat il est pas vraiment lui-même, donc forcément ça amène des divergences avec plusieurs personnages, notamment la Suicide Squad qui intervient dans ce récit, notamment Deadshot qu'on voit encore là, bon même s'il est meilleur que dans les Secret Six, on voit que c'est mieux scénarisé, parce qu'Amanda Waller veut mettre la main sur Man-Bat pour son sérum, etc., pour ses expériences, vous la connaissez un petit peu. Et il y a également l'épouvantail qui veut mettre la main sur Sérum pour justement créer, vous savez, une sorte d'armée pour inspirer la peur à Gotham City. On connaît un petit peu l'épouvantail. Donc il y a vraiment ce trio où ça devient compliqué, où il doit s'échapper un peu de partout, tout le monde veut lui faire la peau, et en même temps, il doit peaufiner son sérum, il doit essayer de convaincre sa famille, son ex-femme, il doit essayer de convaincre Batman. Trop pour un seul homme en fait, trop pour un seul homme, il a vraiment du mal. Mais honnêtement, c'était une bonne surprise, j'ai trouvé ça très bien scénarisé, les personnages sont intéressants, Langstrom il est touchant, au niveau de sa psychologie, je le trouve vraiment différent des autres vilains de Gotham, c'est pour ça que ça en est pas forcément un. Même Batman le traite pas comme les autres, il le traite avec beaucoup plus d'attention, avec beaucoup plus de délicatesse, parce qu'il sait que finalement cet homme c'est juste un scientifique qui a un petit peu dérapé et qu'il n'est pas foncièrement méchant tout simplement. Et bien voilà, c'est la fin de cette première partie de ce bilan lecture comics de ce mi-août 2026. Beaucoup de choses, du positif, du négatif, on en aura encore pas mal la semaine prochaine. Bien sûr, soyez au rendez-vous mercredi prochain 18h comme d'habitude, activez la cloche comme ça au moins vous êtes sûr de pas rater la vidéo. Et puis bien sûr, si vous l'avez pas fait encore, likez la vidéo, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, vous êtes plus de la moitié à regarder les vidéos sans être abonné, ça vous coûte rien et ça me donne vraiment de la force. On essaye d'approcher des 1000 abonnés et je compte sur vous en tout cas. Je vous remercie tous et je vous dis à mercredi prochain pour la nouvelle vidéo. Ciao.